Bonsoir à tous. À la une ce soir, le lancement du dialogue national en Tunisie. À terme, les islamistes devraient quitter le pouvoir pour laisser la place à une équipe de technocrates. Nous serons sur place. Le jour J à Madagascar, le premier tour de la présidentielle s'est globalement déroulé dans le calme. Bilal Tarabé nous donnera les premières tendances. Et puis la libération provisoire d'Ali Hanouzla, ce journaliste marocain accusé d'incitation au terrorisme. Ses partisans évoquent un procès politique. Il est libre, mais une liberté conditionnelle. Le journaliste marocain Ali Hanouzla est sorti de prison ce vendredi. Il a passé plus d'un mois derrière les barreaux pour aide au terrorisme. Il avait publié un article qui mentionnait une menace d'Al-Qaïda au Maghreb islamique sur le Maroc, une tribune pour AQMI selon ses détracteurs. Son cas avait choqué une partie des Marocains qui étaient descendus dans les rues pour dénoncer et réclamer sa libération. Ali Hanouzla reste inculpé pour aide matérielle, apologie et assistance au terrorisme. Il encourt entre 10 à 30 ans de prison. Écoutez l'un des membres de son comité de soutien. Alors Ali Hanouzla, il était derrière l'affaire de Daniel Galvan, le pédophile qui a été gracié par le roi et qui a fait un grand scandale au Maroc. Il est aussi très connu d'être un journaliste très critique envers le gouvernement et la monarchie. Il écrivait tout le temps des articles, des éditos sur le site lacom.com. Et en 2009, il était directeur de publication d'un journal arabophone où il écrivait pour la première fois sur la santé du roi. Et cet article-là lui a valu un procès qui est toujours en cours. La reprise des affrontements dans l'est de la RDC, les acteurs restent les mêmes. D'un côté, l'armée congolaise, de l'autre, les rebelles du M23. Les partis avaient rompu le dialogue il y a 4 jours. On en parle avec Nicolas Germain. Bonjour Nicolas. Vous avez pu parler aux deux camps. Quelles sont vos informations ? Oui, donc j'ai eu le colonel Kazarama du M23, également le colonel Amuli de l'armée congolaise. Eh bien, les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir commencé les hostilités à 4 heures ce matin, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, la principale ville de la région. Selon les deux camps, eh bien, les combats ont duré toute la journée. Selon le colonel Amuli de l'armée congolaise, eh bien, la nouvelle brigade de l'ONU, qui a un mandat très offensif, était aux côtés de l'armée congolaise, mais elle n'a pas participé au combat. Le Congo qui également dément les accusations du Rwanda, le Rwanda qui accuse le Congo d'avoir tiré des obus de mortier sur le territoire rwandais, et le Rwanda qui ce soir dit que si ces tirs continuent, eh bien, il y aura des représailles. Le Rwanda, vous le savez, est accusé par des experts de l'ONU, mais également par Kinshasa, de soutenir les rebelles du M23, ce que Kigali a toujours démenti. Nicolas, pourquoi est-ce que les négociations qui étaient engagées à Kampala ont été rompues ? Eh bien, le M23 m'a dit aujourd'hui qu'ils n'avaient vraiment pas apprécié le discours du président Kabila ce mercredi, qu'ils avaient considéré ce discours comme une déclaration de guerre. Lors de ce discours, eh bien, il avait menacé de frapper les rebelles s'il n'y avait pas des résultats rapidement à l'issue de ces pourparlers. Kinshasa dit en fait que le M23 est furieux parce que Kinshasa refuse d'amnistier les dirigeants du M23, refuse de réintégrer les rebelles dans l'armée. Le M23, lui, dit qu'il n'a pas envie de réintégrer une armée qui, selon lui, est dans un piteux état. Donc voilà la situation pour l'instant. Échec des pourparlers, la reprise des combats sur le terrain et évidemment, une nouvelle fois, eh bien, ce sont les civils qui doivent fuir leurs habitations. Merci beaucoup Nicolas Germain. Mieux vaut tard que jamais, la Tunisie engage enfin son dialogue national. Il devait commencer il y a 2 jours. On rejoint à Tunis Camille Lafrance. Bonjour Camille. L'enjeu, c'est la formation d'un gouvernement provisoire. Camille Lafrance qui est visiblement pas avec nous sur France 24. Alors, on va passer au Libéria avec ce reportage exclusif à présent. Nous partons à la rencontre des réfugiés ivoiriens. Ils sont 58 000 à avoir choisi le Libéria, notamment après les violences post-électorales. Aujourd'hui, la question de leur retour au pays est posée, mais les obstacles sont nombreux. Voyez ce reportage de notre correspondante Maureen Grisot avec des images rares pour France 24. Pitipi, c'est 12 000 réfugiés. Le camp, construit en pleine forêt libérienne, est devenu une ville avec ses écoles, son hôpital et son marché. Avant la crise, Henriette Oulahi était secrétaire dans une mairie. Cela fait bientôt 3 ans qu'elle a quitté sa maison en dur et n'a plus porté de tailleur. Difficile pour cette cadre de vivre dans ces conditions. Le problème du Libéria, c'est l'électricité. Oh, vous savez, les Ivoiriens, nous, on est habitués au luxe. Ils sont 5 à cohabiter dans ces 2 pièces, mais Henriette a quand même trouvé de la place pour ces dizaines de cartons. Elle est bénévole pour le collège du camp et c'est elle qui gère la distribution des livres. L'éducation pour Henriette, c'est la clé pour le retour des enfants ivoiriens. Arrivé en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils s'intègrent.
Donc c'est son intégration là, mais seulement il faut le mettre d'abord, il faut mettre l'enfant d'abord sur les rails. S'il n'est pas parti à l'école, comment tu peux plaider? La maison d'Henriette a été brûlée, tout ce qui lui reste tient sous cette tente. Elle s'inquiète des conditions matérielles de son retour, mais c'est d'abord la stigmatisation politique qu'elle redoute. S'il y a vraiment une sensibilisation, que nos frères qui sont restés en Côte d'Ivoire peuvent nous accepter comme eux, que nous sommes les mêmes, que c'est la guerre qui nous a fait venir ici. Qu'on ne dise pas pro-Gbagbo, pro-Ouattara, que tous les Ivoiriens sont des Ivoiriens, il n'y a pas de problème. Ce qui attise les tensions, c'est aussi le problème des terres. Comme tous les jours, Célestin emprunte ce chemin escarpé pour aller cultiver son potager, ce qu'il ne pourrait plus faire en Côte d'Ivoire. Son champ a été vendu à son insu pendant son exil par ses voisins, autochtones comme lui, à des étrangers. Il faut que les Burkinabés qui sont venus en 2011 occuper nos terres, pas chez eux, et qu'il y ait un désarmement vrai pour ne pas qu'il y ait une autre guerre en 2015. 2015, la prochaine élection présidentielle. Pour l'instant, la sécurité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire repose sur beaucoup de soldats démobilisés, donc sans formation militaire, mais qui tiennent des barrages. Quand sa mère est morte, Célestin a voulu venir dans son village. Ses proches l'ont alors mis en garde contre le racket. Ils m'ont dit qu'il me fallait suffisamment d'argent que les raquettes, il fallait au moins 100 000 à 150 000 francs en poche. Et ce qui m'a empêché de partir au funérailles de ma maman. C'est écœurant. Dans un récent rapport, Human Rights Watch s'inquiétait du risque de violence si les conflits fonciers ne sont pas réglés. Le gouvernement ivoirien a promis de s'impliquer pour permettre le retour des réfugiés. 16 000 devraient rentrer avant la fin de l'année. Ils attendaient cela depuis 4 ans. C'est chose faite. Les Malgaches ont voté toute la journée. Premier tour de l'élection présidentielle censé remettre la grande île sur les rails. On rejoint sur place notre correspondant Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Comment s'est déroulée cette journée de vote ? Bonsoir Julien. Eh bien, écoutez, cette journée de vote s'est déroulée dans le calme et s'il y a un mot pour la qualifier, ce serait la joie, l'enthousiasme des Malgaches. Toutes les personnes qui sont venues voter aujourd'hui ont exprimé leur satisfaction, leur enthousiasme, leur bonheur de voter enfin après 4 ans et demi de transition. Mais je vous propose d'écouter les Malgaches le dire eux-mêmes. Ça fait longtemps que j'attends ces élections puisque c'est un moyen de trouver la légalité, la légitimité au niveau de la scène internationale. Donc c'est très important pour nous de pouvoir sortir de cette crise parce que ça a assez duré, c'est assez exceptionnel, une transition qui dure presque pendant un mandat. Franchement, je ne croyais pas que cette élection allait avoir lieu, mais là, on est le jour J. Donc je suis très contente de pouvoir voter et de mettre dans l'urne la personne que j'ai choisie en fait. Alors pourtant, il y a eu quelques irrégularités aujourd'hui, notamment au niveau des listes électorales. Il y a eu beaucoup de gens, combien on ne sait pas encore, qui ont été recensés par les agents de la CENIT pour être inscrits sur les listes électorales et pour pouvoir voter, qui sont venus au bureau de vote et qui n'ont pas vu leur nom et qui n'ont pas pu voter. Alors ici, on attend le retour de la commission électorale sur ce dossier, Julien. On attend évidemment désormais les résultats. Les premiers chiffres devraient tomber dans quelques heures. Est-ce que vous avez des tendances, Bilal ? Alors des tendances extrêmement compliquées, évidemment, à ce stade de se prononcer sur un résultat éventuel. En revanche, on a des informations qui commencent à parvenir de divers endroits de la capitale Antananarive et de sa région, qui vont toutes dans la même direction et qui donnent le candidat soutenu par l'ancien président Marc Ravalomanana, le candidat Jean-Louis Robinson, comme étant en tête et largement en tête. Ces informations rejoignent ce que nous avons pu constater sur le terrain dans le bureau de vote, un des plus grands bureaux de vote de la capitale dans lequel nous avons passé la journée. Et au moment des dépouillements, en effet, Jean-Louis Robinson, le candidat de Marc Ravalomanana, était largement en tête devant tous les autres. Alors attention, il s'agit d'un bureau de vote, il s'agit d'Antananarive, la capitale malgache, il ne s'agit pas du reste du pays. Encore une fois, c'est très difficile de donner une estimation et c'est d'ailleurs pour ça qu'on attend les estimations officielles de la commission électorale malgache ici à Antananarive. Julien. Voilà pour ce premier tour. Merci beaucoup Bilal, merci aussi à Jonathan Walsh pour les images. Je vous le disais, la Tunisie engage donc
avec son dialogue national. Il devait commencer il y a 2 jours. On rejoint à Tunis Camille Lafrance. Bonjour Camille. L'enjeu, c'est la formation d'un gouvernement provisoire. Oui, alors le dialogue national a démarré avec 2 heures de retard après 2 reports ce mois-ci et puis 3 mois de crise politique. Il avait été inauguré, je vous le rappelle, début octobre. Il y a toujours beaucoup de méfiance dans l'air, mais ce démarrage est qualifié de premier succès par Houssine Abbassi, c'est le secrétaire général de l'UGTT, le syndicat qui encadre notamment les négociations. Alors chaque camp a apporté des garanties à l'autre. Le gouvernement s'est engagé à l'écrit, comme le souhaitait l'opposition, à laisser sa place à un cabinet de technocrates au bout de 3 semaines. Des missions conditionnées toutefois à la réussite des autres étapes des négociations, prévues pour durer 1 mois en tout, l'adoption de la Constitution et d'un cadre électoral. Du côté de l'opposition, la 60aine de députés qui boycottaient l'Assemblée depuis fin juillet s'est engagée à retrouver les bancs de cette Assemblée constituante, comme le souhaitait cette fois Enarda. Alors reste au parti maintenant à se mettre d'accord sur la nomination d'un chef de gouvernement indépendant accepté par tous. Ils ont pour cela 1 semaine et les discussions s'annonce déjà vive. Merci beaucoup Camille Lafrance. La première réunion est donc terminée. L'opposition et Enarda se retrouvent demain. Un peu d'art pour terminer avec l'ouverture du musée du design africain. C'est à Johannesburg en Afrique du Sud. Vous y verrez de tout. De grandes sculptures abstraites, des sièges, des tourne-disques, en tout 200 œuvres, les plus cotées, dit-on, du continent africain. Voilà pour le journal, Marion. Merci Julien, restez avec nous sur France 24, Paris Direct continue. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Pauline Godard pour de nouvelles heures d'information. Quant à moi, je vous dis à demain.